Bonjour et bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Poela Ngangé. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je veux essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni. Le but de cette émission est de créer une opportunité pour une discussion ouverte sur des sujets controversés. Hashtag Free Up Our Mind. Régulièrement, des sujets seront apportés où mes invités ou encore mon invité et ma personne discuteront de manière approfondie sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire nos atouts et nos richesses en tant qu'héritiers de notre patrimoine africain. Hashtag Umbutu. Aujourd'hui, notre attention se portera sur un sujet controversé qui est le culte de la victimisation plus la natologie chez le peuple afro-caribéen. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen est désorienté, si ce n'est pour dire aliéné. Le peuple afro-caribéen plus l'émotion est égale à l'esclavage. Comme le dit le poète Sédar Senghor, l'émotion est nègre et la raison est aliène. La victimisation plus le mouvement pro-noir est égale au néo-esclavage. Check Anta Diop dit, le poison culturel savamment inoculé depuis la tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous les jugements de nos jours. Dili, un planificateur financier certifié, avait lu un matin sur les ondes d'une station radio de New York. Les Noirs ne lisent pas et restent toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter des profits des Noirs sans effort physique et de notre part. Regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qui s'imposent. Ignorance, avidité et égoïsme. Pour l'Angangé, si vous voulez cacher quelque chose aux Noirs, enterrez-les ou encore mettez-les dans les musées. Pour partager son point de vue avec nous aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être accompagné par Amadou Ba, étudiant en Master Science politique depuis la France. Amadou Ba, bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous sur cette émission que je trouve d'ailleurs très intéressante en raison de son contenu, de ses programmes par rapport à la revalorisation de l'histoire africaine, du peuple africain, qui souffre aujourd'hui de plusieurs maux dont le point de départ, dont le principal a été le point de vue culturel en fait, où on souffre beaucoup parce qu'on parle même de la victimisation. Avec tout le plaisir est le nôtre ici à Jambo Radio de vous avoir pour partager votre point de vue sur les sujets qui gangrènent la communauté afro-caribéenne. Comme je l'ai dit, l'émotion, comme Sédar Senghor l'a dit, l'émotion est nègre, la raison est aliène. En même temps, je me demandais, quel âge avez-vous? C'est un peu impressionnant de voir les jeunes Africains se lancer dans ce genre de mouvement. Quel âge avez-vous? Bon, moi j'ai 26 ans actuellement. Eh bien, qu'est-ce que vous a... Avant qu'on entre dans le sujet, êtes-vous panafricaniste? Afro-optimiste? Qui est... Bon, dans le sens professionnel, ou bien dans le sens de l'activité, ou bien dans le sens, et je peux dire, je ne sais pas comment le dire, qui est Ba? Qu'est-ce que Ba fait? Qui est Amadou Ba? Bon, Explique-nous plus en profondeur. merci beaucoup pour cette question. Bon, c'est pas facile de parler de soi. Comme on dit souvent, le mot est haïssable. Mais après, moi, je vais pas me définir trop dans des concepts de panafricanisme mondialiste ou je sais pas quoi. Bon, je peux dire quand même, je suis afro-réaliste pour ne pas dire afro-optimiste ou pessimiste en fait. Parce que je pense que le mal de l'Afrique, c'est ne pas regarder la réalité en face et de dire le monde tel qu'il devrait être et non le monde tel qu'il est actuellement. Et moi, je me dirais que je suis un afro-réaliste. Réaliste sur des sujets qui gangrènent du pays, en fait. Désolé quand même, mais c'est ça. Après, je suis un peu plutôt dans le social, en fait, dans des mouvements associatifs. Et moi, c'est ce qui me passionne le plus. Des mouvements associatifs en Afrique surtout, et là où je suis au Fouta. Depuis tout jeune, j'ai commencé à travers le syndicalisme le syndicalisme des élèves au collège et tout ça. Et après avoir quitté l'Afrique pour venir en France et apprendre un peu la science politique, j'ai mis un pas en arrière pour retourner à la source. À la source.
Non, en fait, je pose cette question pour un peu donner une image, pour vous donner une opportunité de vous exprimer, afin que notre public et votre public sache avec qui je suis en train de partager aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui nous parle du culte de la victimisation plus l'agnatologie. Quelle est votre interprétation? Moi, j'appelle ça hashtag Free Up Our Mind. Quelle est votre interprétation du culte de la victimisation plus l'agnatologie? Bon, pour moi, bon, il faut d'abord partir sur les œuvres de Frantz Fanon qui a beaucoup parlé sur cette victimisation africaine. Bon, là, on parle de victimisation, mais le mot était le complexe d'infériorité africain. Bon, vous avez commencé l'émission avec deux citations de deux Sénégalais qui ont des idées contradictoires sur l'Afrique et sur l'homme noir. Vous avez dit plutôt que Senghor disait que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Bon, c'est comme si on parle des peuples différents. Le nègre et l'hellène, je ne sais pas, parce que là, il faut qualifier l'homme occidental, mais c'est des gens qui sont nés sous les mêmes cieux, sur la même terre. Il n'y a rien qui les différencie, à part les positions géographiques et l'éducation qu'ils ont eu au cours de leur socialisation, en fait. Il y a juste ça qui les différencie. Bon, je dis, il y a une élite africaine qui a créé et entretenu cette victimisation. C'est qui? Ce sont les Senghor, ce sont les Houphouët-Boigny, ce sont les Omar Bongo et d'autres partenaires de la France à l'époque de la colonisation. Je pense que nous avons une partie de la jeunesse africaine a hérité de cette victimisation. Elle est en train de se renouveler, de s'adapter aux circonstances et de se résilier aussi. Et ça va apporter rien de bon à l'évolution politique, sociale et culturelle de l'Afrique. Il faut s'affranchir de ce discours de victimisation et proposer des alternatives qui soient conformes aux réalités de l'Afrique et ne pas là à dire on est victime de ça, on est victime de ça et rebondir sur des questions quand on nous attaque. C'est ça le problème. Et vous avez, c'est la raison pour laquelle cette chose s'appelle Mon point de vue sur la culture, où nous donnons l'opportunité à tout et chacun, particulièrement à moi-même, de me rééduquer et de rééduquer mon public. Vous avez parlé tantôt que j'ai cité que certains peuvent dire deux pères fondateurs du panafricanisme. Vous venez plutôt de mentionner quelque chose de pertinent qui est important. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous avoir sur le show aujourd'hui, sur l'émission aujourd'hui, pour que vous puissiez partager en tant qu'un jeune étudiant qui a un master sciences politiques, de venir partager votre expérience, votre connaissance avec nous pour que nous puissions tous nous éduquer. J'ai parlé plutôt tantôt de le père Sédar Senghor, l'émotion est née, et j'ai parlé de check anta job. Essayez encore de marteler ou bien de dire la différence qu'il y a entre ces deux pour que nous tous nous puissions nous rééduquer. Bon, Senghor, c'est avant tout ce que Aimé Césaire appelle peau noire, masque blanc. Bon, pour parler dans le langage actuel, on parle de politique. C'est-à-dire, tout son extérieur, c'est noir. On ne peut pas dire Senghor c'est en blanc, non, mais on dira que c'est en noir. Mais Senghor a épousé ce qu'on appelle la littérature française. Il est tombé sous le charme de cette littérature, de cette civilisation, de ces auteurs et tout ce qui vit à Paris. Et toute sa vie a été que de parler de la France, de la langue française. D'ailleurs, il suffit de regarder le discours de Nicolas Sarkozy tenu à Dakar en 2007, où il citait Senghor, qui a su faire la synthèse entre la civilisation française et la civilisation africaine. Il est d'ailleurs mort en étant un immortel de l'Académie française. Et quand il a abandonné le pouvoir, il est retourné en France. Et quand aussi il était en France, il a milité sur beaucoup de courants littéraires français et tout. C'est bien, ils ont initié un courant qui s'appelle la négritude. Mais voilà, là où se commence la victimisation, c'est être dans cette défense identitaire en disant que oui, nous sommes fiers d'être nègres, nous sommes fiers d'être noirs. Tu n'as pas besoin d'exprimer cette fierté. Est-ce que vous attendez un Asiatique vous dire que je suis fier d'être Asiatique? Ou bien un Européen vous dire que je suis fier d'être Européen? Ou bien en blanc vous dire je suis fier d'être blanc? Mais non, seul l'Africain, et c'est initié par ce courant-là, reste là à écrire des poèmes, à écrire des livres pour dire que ouais, je suis fier d'être africain. C'est là où se commence la victimisation. À partir du moment où on revendique cette négritude, c'est qu'elle a été bafouée.
Donc nous sommes ils étaient dans une défense identitaire. Et alors, parallèlement, Cheikh Anta Diop, c'était qui? C'était un Africain convaincu, qui est resté sur sa racine africaine, qui a fait beaucoup de recherches sur le peuple noir dans toute sa substance, autant sur le plan linguistique, scientifique, historique. Il a mobilisé beaucoup de concepts pour analyser l'histoire du peuple noir. Et en affirmant avec ses thèses sur l'égyptologie que la civilisation, elle est nègre. Il l'a affirmé, il a soutenu sa thèse au Sorbonne en disant ça. Et quand il a fini, le jour même où il a soutenu sa thèse, il a dit une semaine plus tard, il est rentré en Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé en Afrique pour, je ne sais pas, s'enrichir au dos de la population. Mais non, il est parti sillonner tout le continent africain, d'imposer ses thèses. Et il nous a laissé une citation que j'appelle, c'est une citation phare pour tout jeune Africain qui se réclame, qui réclame cette africanité. C'est quoi? Armez-vous de la science jusqu'aux dents. Et ça, cette parole, elle est importante. Parce que quand vous voyez aujourd'hui que la question du noir est évacuée quand on parle des connaissances mondiales, que le noir est oublié quand on parle de la civilisation universelle, parce qu'il y a eu avant des noirs d'autres peuples qui se sont installés contre la volonté d'autres peuples, comme disait François Fanon, et qui ont su écrire l'histoire selon leur vision, selon leur manière de vivre et selon leur mode de vie. Et cette histoire, c'est quoi? C'est que l'homme noir, c'est un défaut, c'est un handicap pour cette civilisation mondiale. Et donc, voilà, ils ont écrit l'histoire à notre place et nous, on est là à l'apprendre. C'est simple. Là, quand je vous dis qui a découvert l'Amérique, la question, elle est automatique, c'est Christophe Colomb. Parce que c'est ça qu'on nous a appris. Mais est-ce que c'est la vérité? Ben non. Avant Christophe Colomb, il y avait des Américains qui étaient là. Amadouba. Cher public, vous-même, vous pouvez confirmer par la connaissance de l'homme. Et à 26 ans, il est capable de retracer une histoire qui est plus vieille et qui est plus âgée que lui. Mais que cela n'empêche, vous avez parlé de plusieurs choses. La victimisation, le mot utilisé, c'était le complexe d'infériorité africaine. Et vous avez dit, Cheikh Anta Diop nous a laissé un poème, ou bien une citation où il dit armez-vous de la science jusqu'aux dents, comme quoi nous devons nous armer de la science. Comme vous avez martelé, tous ces faits sont vrais, et j'appelle ça hashtag free our mind ou encore hashtag nonsense. Mais avant qu'on ne sorte, permettez-moi de me rappeler, c'est des chèques, permettez-moi de me rassurer, c'est des Cheikh Anta Diop, que vous étiez en crédit, c'est lui qui a fini son master et est rentré en Afrique et a marché en Afrique pour essayer de sensibiliser le peuple africain. Est-ce qu'il me trompe? Bon, c'est Cheikh Anta Diop, c'est quand il a soutenu sa thèse, pas son master, sa thèse de doctorat à l'université de Sorbonne. Il a dit lui-même, vous pouvez réécouter cette émission-là sur YouTube, je pense. Il y en a là-bas. Il dit, maintenant je vais rentrer la semaine prochaine pour parler avec mes frères africains. Et c'est ça ce qu'il a dit. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'université, de la plus grande université du Sénégal et même de l'Afrique de l'Ouest, porte son nom. C'est Cheikh Anta Diop. Mais malheureusement, pour nous les Sénégalais, c'est quand il est mort que, voilà, qu'on parle trop de lui. Mais à son vivant, on n'a pas trop écouté. Et il ne s'est pas arrêté au Sénégal uniquement. Il a sillonné beaucoup de pays africains, le Niger, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique francophone et même l'Afrique, la diaspora africaine, et pour imposer ses thèses. Et c'est important. C'est dommage qu'il ne soit pas là, mais ses écrits sont là. Il a écrit beaucoup d'œuvres sur l'Afrique. Amadouba, peut-être l'homme n'est plus là, mais ses actes sont là. C'est la raison pour laquelle j'ai profité de cette opportunité pour lui rendre hommage et parler du pèlerinage de Cheikh Anta Diop. Revenons plus sur le sujet et sur l'actualité. Quel est le but de la page Mémoire de Tieno Souleymane Baal? Parlez-nous de cette page. Bon, la page de Tieno Souleymane Baal, comme vous le savez, c'est Tieno Souleymane Baal.
c'était un panafricain, mais qui ne se définissait pas comme tel. Mais quand on regarde aujourd'hui les concepts, les idées, les théories qui entretiennent le panafricanisme, on le retrouve, c'est Thierno Souleymane Baal. Pourquoi la passe de Thierno Souleymane Baal? Je pouvais le dire, le bloc de Amadou Ba, mais ce n'est pas intéressant. Parce que j'ai trouvé que à un moment de l'histoire, à un moment précis où on parlait de siècle de lumière, qui est le XVIIIe siècle, où l'Europe était politiquement dans les ténèbres, parce qu'il y avait des monarques, il y avait des tyrans, c'était des Louis XVI. À cette époque-là, en 1776, il y a eu un homme, un noir, qui n'a pas eu besoin d'affirmer sa négritude, sans complexe d'infériorité, qui a su penser une révolution, qui est la révolution de 1776. Imaginez, monsieur, cette révolution s'est passée en 1776, avant la révolution française, qui s'est passée en 1789, et au même moment de la révolution américaine. Mais pendant ce temps, l'Amérique n'avait pas une constitution. L'Amérique avait juste des colonies d'État. Mais eux, ils ont installé une révolution au fin fond de l'Afrique, une révolution basée sur le principe de la souveraineté. Donc, elle n'est pas née, l'Afrique n'était pas une terre aride de concepts politiques qu'on apprend actuellement dans les universités, c'est-à-dire le principe de souveraineté qui est important pour une assise territoriale d'un État et pour l'exercice d'un pouvoir intérieur d'un État. Lui, il l'a pensé. Il a expulsé les mœurs avant qui étaient là, et qui faisaient une ingérence dans les affaires politiques de son État qui était le Fouta Toro. Il a combattu les mœurs, il a combattu un pouvoir dictatorial qui massacrait les populations, qui était le pouvoir des Denis Nkobe, de la famille de Koli Tengala, et il a balayé tout ça, il a mis en place un État. Et ce qui est important avec cet homme, c'est qu'il a fait sa révolution, il a formulé des recommandations pour dire que si un homme doit vous diriger, il doit avoir des critères, des compétences, du mérite, de la science, c'est-à-dire il ne faut pas qu'un ignorant nous dirige. Et cet homme ne doit pas s'enrichir sur le dos du peuple. Il parle, si vous voyez un imam qui est à la tête d'un pouvoir qui s'enrichit, destituez-le. Destituez-le. Et s'il s'entête, expulsez-le. Et il dit que le pouvoir politique ne doit pas être une affaire de famille, c'est-à-dire un homme ne doit pas être choisi seulement sur une famille. Donc il décline un principe important dans la démocratie qui est l'élargissement de la participation politique et que tous les citoyens puissent avoir des droits civiques, politiques, d'exercer un mandat politique, fut-il le mandat le plus suprême qui est l'Almami. Cet homme, on l'a enterré. On a enterré ses idées, on ne parle plus de lui. Et c'est un contemporain de George Washington, on ne parle pas de lui. C'est ignoble. Donc Amadou Ba. je me suis dit... Amadou Ba, ouais. Je me permets de vous couper parce que vous avez dit tantôt que vous êtes afro-réaliste. Hein, et quand vous parlez de cet homme, vous dites quand on ne parle plus de lui, de Thierno Souleymane Baal. Vous êtes en train de parler de lui. Vous êtes en train de redonner vie à une personne qui a peut-être forgé, peut-être inspiré la Révolution française et américaine, qui a peut-être défini la démocratie telle qu'on la connaît, parce que de nos jours, on nous fait comprendre, j'appelle ça hashtag nonsense et hashtag free up my mind, que la démocratie est occidentale. Mais vous êtes en train de parler d'un homme qui parle de la démocratie. D'où vient la démocratie selon vous? Bon, la démocratie... la définition qu'on donne à la démocratie, c'est la définition célèbre d'Abraham Lincoln. Il disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc là, c'est la définition simple de la démocratie. Donc, mais après, il y a eu des théoriciens de la démocratie qui nous parlent des différents critères de la démocratie, parmi lesquels on peut citer l'alternance au pouvoir, l'organisation régulière des élections, une ouverture, l'état de droit, le respect des principes de la dignité humaine. Donc vous avez tous ces articles-là qui sont consolidés dans ce qu'on appelle les principes saint-sacros de la démocratie.
Mais cette démocratie, elle n'existait pas en Europe au XVIIIe siècle. L'Europe était gouvernée par des monarques. L'Europe, c'était les monarchies. On parle, regardez, si on parle de la démocratie en Europe, on parlait de la démocratie romaine. On parle de la démocratie grecque de l'Athènes. On parle de la République romaine. Qui sont deux concepts différents. Mais en Afrique, en 1760, au moment où je te parle, bon, en France, il y avait Louis XIV. C'était un roi. La France a connu la démocratie. La France a connu la démocratie pas seulement après 1789, parce que la France a fait une longue marche vers la démocratie. Elle a fait beaucoup de révolutions pour être démocratique. Mais au Fouta Toro, pendant ce temps, il y a eu 33 Almamis, c'est-à-dire 33 souverains qui se sont succédés au pouvoir. Vous imaginez, ce pouvoir a duré que 2 siècles maximum si ça se trouve, mais il y a eu 33 alternances au pouvoir. Et l'alternance est un critère important dans la démocratie. Il y a d'autres peuples aussi qui vivaient de la démocratie. Mais il faut savoir une chose, la démocratie s'adapte à des territoires bien déterminés. La démocratie indienne actuellement, ce n'est pas pareil que la démocratie anglaise, parce que l'Inde a ses réalités, qui est un système social basé sur des castes. Ils ont su concevoir une démocratie à leur manière. Et avant, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les pouvoirs, les formes d'organisation politique doivent enrimer avec des formes d'organisation sociale. Quand on veut, par exemple, importer la démocratie américaine ou française en Afrique, ça ne passera pas. Parce que l'Afrique a ses réalités qui est une superposition d'ethnies et chacun avec son originalité et sa culture et sa manière de voir des choses. Non, en principe, l'Afrique, comme vous avez dit, l'Afrique a ses réalités où le concept de démocratie tel qu'on la connaît en Occident ne peut pas s'appliquer en Afrique. Et vous étiez en train de dire quelque chose, ou peut-être le peuple afro-caribéen. Quand j'ai parlé tantôt, si on veut cacher quelque chose au noir, on l'enterre ou bien on le met dans les musées. Vous parlez de notre histoire, vous définissez le concept de démocratie qui selon vous, a été connu en Afrique. Et à l'heure où on parlait de la démocratie, en Europe, on parlait encore des royaumes et des empires. Mais j'en reviens plus sur la page, puisque c'est où j'invite tous mes auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, à aller faire un tour sur votre page Facebook pour apprendre à connaître plus à propos de l'homme. Qu'est-ce qui vous a inspiré à ouvrir votre page Facebook Mémoire de Tieno Suleiman Baal? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelle était votre inspiration là-bas? Bon, après l'inspiration, comme je vous ai dit, c'était de revaloriser l'histoire de cet homme. Mais il y a des hommes aussi comme lui. Donc, c'est-à-dire tous les héros africains qu'on ne parle pas, où on a mis dans le banc des accusés et décerné le titre des terroristes, des titres historiques de terroristes, je ne sais pas quoi, des seigneurs de guerre. Alors que c'était des défenseurs de leur peuple. Je pense à Samori Touré, je pense à Béni Katchepam, je pense à Patrick Lumumba, je pense à Thomas Sankara, je pense au capitaine Thiororé du Congo, je pense à Lat Dior, je pense à Lucito Diatta, je pense à tous ces héros-là. Et il y en a d'autres comme eux qui ont su lever l'étendard de la justice, l'étendard du courage pour dire non à la colonisation. Et c'est dommage, actuellement, on ne parle pas de ces hommes. On ne se revendique pas, on ne s'identifie pas à eux. Et au-delà de ces courageux hommes politiques et hommes d'État, il y a aussi des écrivains qu'on ne parle pas, comme Cheikh Anta Diop par exemple. L'Afrique a sa littérature. Arrêtez de nous dire qu'à un moment donné, que l'Afrique, c'est juste une transmission orale. Oui, ça a existé, la transmission des savoirs par la voie orale. Mais il y a des écrivains africains. Il y a le sultan de Sokoto qui s'appelle Ousmane Danfodio, qui a écrit beaucoup de livres. Il y a l'Allemagne, le fondateur du Dina de Mansina qui s'appelle Amour Sékou Touré, c'est au Mali. Il a écrit beaucoup de livres, des recommandations sur la politique, sur la dignité humaine, sur la philosophie. Dans la communauté Wolof, il y a ce qu'on appelle Kocc Barma. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées humanistes. Mais on ne parle pas de ces gens-là. On nous parle des
des algorithmes de Platon, on nous parle de la démocratie de Grèce, on nous parle de Médélope, de Victor Hugo, mais il y a des écrivains africains, il y en a. Il y a des penseurs africains. Il faut se les approprier, avoir le courage de les référencer. Vous voyez le discours des présidents africains, ils ne parleront jamais des Africains. En France, Sarkozy, quand il fait son discours avant, il te parle de l'amertume. Ceux qui sont de gauche, ils te parleront de Jean Jaurès. Aux États-Unis, les Obama, les démocrates, ils te parleront d'Abraham Lincoln. Yeah. C'est comme ça qu'on arrive à perpétuer l'héritage culturel et politique de tout un peuple. Pas rester là à dire, ouais, Socrate a dit, c'est qui Socrate? Socrate n'a pas les mêmes réalités que toi. Je suis désolé. Amadou, vous êtes plein. Et comme le public peut le confirmer, vous avez beaucoup à dire. Mais j'en reviens justement sur quelque chose. Parlons plutôt d'un article que vous avez publié en ligne. Mais avant que nous ne parlons de l'article et nous parlons de l'actualité qui est le sommet France-Afrique, j'ai tellement de questions, mais je ne sais pas comment vous poser ces questions dans la mesure où vous avez tellement à partager. Mais avant qu'on ne parle de votre article que vous avez publié et de l'actualité du sommet France-Afrique, permettez-moi, chers auditeurs, de prendre une pause musicale avec le nom de l'artiste, c'est Baba Mal. Et le titre de la musique, c'est Fouta Touré, qui nous vient du Sénégal. On your mobile phone and on all social media platforms. Jambo Radio.
Chers Ça donne des auditeurs, larmes. bienvenue une fois de plus sur Jambo Radio Scotland, sur le plateau de Jambo Radio Scotland. Vous étiez en train d'écouter Baba Mal. Le titre de la musique, c'est Fota Toro. Aujourd'hui, nous parlons de la victimisation plus l'agnatologie chez le peuple afro-caribien. Et mon invité du jour, c'est Amadou Ba, qui nous vient de la France, qui était un étudiant en sciences politiques, qui est un master en sciences politiques. Justement, avant que nous ne parlons de vos quartiers que vous avez publiés sur une plateforme et de la France-Afrique, du dernier sommet France-Afrique, j'aimerais vous demander quelle est votre interprétation de l'agnotologie. Amadou. Ouais. Justement, quelle est... L'agnotologie, je ne comprends pas trop le mot. L'agnotologie, d'après la définition Google, d'après la définition française, particulièrement anglaise, c'est la fabrique de l'ignorance. C'est la science de la fabrique de l'ignorance. Vous étiez en train de parler plutôt c'est la science de l'ignorance. Et la science de la fabrique de l'ignorance. Comme quoi, chez le peuple afro-caribien, nous sommes professionnels à fabriquer l'ignorance. Ça veut dire à ignorer les faits passés. Ou bien à refuser de voir la vérité. Vous étiez en train de parler tantôt de tous ces présidents africains qui veut citer un exemple. Nous nous retrouvons toujours en train de citer l'exemple. Notre cursus scolaire est basé sur des citations ou bien sur des références étrangères. Vous êtes en train de parler en France de partis de droite ou de gauche. Quand ils veulent parler d'une référence, ils se basent sur les références. Mais en Afrique et particulièrement chez le peuple afro-caribien, pourquoi nous avons cette fabrique de l'ignorance entre nous? Quelle est votre interprétation de l'agnotologie? Je dirais dans ce sens, c'est plutôt un déni de réalité. C'est-à-dire, c'est faire la politique d'autoriste. On voit le mal, mais on refuse de le croire. J'ai un tonton qui me disait souvent, Amadou, le problème de l'homme noir, c'est qu'il ne croit pas à ce qu'il voit, il croit à ce qu'il ne voit pas. Donc, ce qui fait que nous, on est toujours portés dans des questions métaphysiques. Jamais on parle de la réalité. Quand je te parle de... Vous savez, il y a un courant que j'aime très bien en relations internationales, c'est le réalisme. Ce n'est pas l'apanage des Européens, ça existait en Afrique avant. Et d'ailleurs, avant-hier, je lisais un livre d'Amour Ampateba qui parlait de la fondation de l'Empire Massina au Mali. Et il y avait un roi, comme je vous dis, qui s'appelait Sékou Amadou. Il donnait des cours de sciences politiques, des tactiques militaires. C'est-à-dire qu'il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas oublier que l'homme, c'est une machine huilée de désirs, de défauts, qui sait d'imperfections. Et à un moment donné, qu'il peut faire des erreurs. Voilà. Et nous, on oublie ça. Quand, par exemple, Senghor, moi, quand j'étais à la classe au collège ou au primaire au Sénégal, on parlait beaucoup de Senghor. J'étais ébahi par Senghor. Mais qu'est-ce qu'on m'a raconté de Senghor? C'est ces citations, ces belles phrases en langue française. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? Ça parle de rien, ça ne me parle pas trop. Et pourtant, il a dirigé le Sénégal pendant 20 ans. Donc, l'ignorance qui frappe le peuple africain, c'est une ignorance très bien entretenue, soutenue aussi par nos dirigeants. Pourquoi on parle d'ignorance? Parce qu'il y a aussi... elle est couplée par le taux d'alphabétisation très faible en Afrique. Parce que pour que les gens puissent être sensibles aux enjeux politiques, il faut qu'ils savent de quoi on parle. Et ceux aussi qui sont des intellectuels et qui se disent, qui se croient comprendre de tout et parler de tout, eux aussi font semblant d'ignorer, mais des choses qu'ils n'ignorent pas. En intellectuel, par exemple, ceux qui étaient dans le sommet, il y a des professeurs qui sont plus calés que nous réunis, vous voyez. Mais il y a des choses qu'ils savent et qui ne se fera pas, mais ils sont là-bas à discuter sur des choses pour les changer, tout en sachant que voilà, ces choses ne se régleront pas ici. Donc il y a tout ce problème-là, cette problématique-là autour desquelles c'est compliqué à débattre. Ça donne pas envie en plus.
c'est compliqué, c'est pour ça que notre débat ne pourrait s'arrêter juste à une émission. Pour moi, je crois qu'il y a tellement à partager pour amener non seulement ta contribution, mais aussi Jambo Radio. Parce que Jambo Radio, c'est la seule plateforme afro-caribéenne qui broadcaste des programmes pour les Noirs et faite par les Noirs depuis l'Écosse. Justement, revenons sur le blog de Yero Guizé. Sur ce blog, vous avez publié un article. Le titre, c'est Les défis de la jeunesse africaine par Amadou Baye. Parlez-nous de cet article, les défis de la jeunesse africaine. Quels sont les défis de la jeunesse africaine selon vous, avant que je ne vienne plus en profondeur sur certaines questions? Je pense que je pourrais en écrire un livre. Hein. Ces défis sont tellement nombreux. Il y a d'ailleurs des défis que le président Sarkozy avait énumérés à Dakar en disant, après avoir énuméré les problèmes de l'Afrique à sa manière, et il y a ces défis. Bon, le contexte dans lequel j'ai écrit cet article, c'était ça va être bientôt 2 ans, c'était dans un contexte du confinement. Bon, ça donne beaucoup d'idées. Et je voyais cette jeunesse africaine à travers les réseaux sociaux. Trop de victimisation, je pense aussi, c'était avec la mort de George Floyd ou comme ça. Voilà, non, excusez-moi, c'est pendant que le secrétaire général de l'ONU a dit, je ne sais pas, qu'ils vont amener des vaccins, les tester en Afrique. Et il y a toute une mobilisation émotive de la jeunesse africaine qui vont faire, qui vont attaquer ce secrétaire général. Mais voilà, mais le secrétaire général, il est là pour qui? Il n'est pas là pour les États africains. Alors, à un moment donné, il ne faut pas dire, faire porter les gens des manteaux qui ne sont pas les leurs. Voilà, les défis de la jeunesse africaine, ils sont nombreux, très nombreux même. Comme je dis, c'est une société civile embryonnaire, trop émotive, trop émotive. C'est pour ça que je me permets d'employer le poème de Sédar Senghor, l'émotion est née et la raison est alien. Justement, dans cet article, vous avez parlé, le Covid est passé de la démocratie. Durant le Covid, on est passé de la démocratie, de la démocratisation à la démocratie. Donc, on est passé de la démocratisation à la démocratie. Que voulez-vous dire par là? Bon, c'est pendant la Covid, pendant cette maladie, on a senti qu'on est tous vulnérables, fragiles, face à la menace, qu'on reste toujours l'humain, avec ses défauts, ses peurs, ses parties sombres, cette crainte qui l'anime, mais qu'elle cache. Et c'est ça que je voulais parler. La démocratisation, c'est différent de la démocratie. C'est-à-dire, nous avons tous subi cette peur du Covid, de la Chine au Johannesburg et des États-Unis à Dakar. Nous avons tous eu peur. Qu'est-ce qui s'en suivit? Un confinement mondial. Donc, ce qui veut dire que on a beau parler la différence entre l'homme noir et l'homme blanc, le riche et le pauvre, c'est qu'on était dans un état démocratique et tout le monde était égaux face à la mort. Et j'ai bien dit que la Covid, cette maladie nous a appris que nous sommes tous vulnérables. Et elle nous a rappelé les principes fondamentaux de la dignité humaine, qui est la justice, l'équité, la solidarité. Et c'était ça, la démocratie. Nous étions tous égaux face au Covid. Donc le Covid s'est répandu, c'est-à-dire a subi une démocratisation de tous ces peuples-là et les a rappelés, vous êtes tous égaux face à la mort. Et c'est ça la démocratie. La démocratie. Yeah. Si vous me permettez, je vais lire quelques passages sur votre article. Et j'invite tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, à aller jeter un coup d'œil, à lire, à s'éduquer ou peut-être à critiquer. Parce que mon point de vue, c'est que nous partageons nos points de vue afin que nous puissions trouver ce point d'entente qui nous permet d'offrir de meilleures opportunités pour nos enfants. #Ombotu. Je vais lire près de 3 phrases venant de cet article. Le problème de l'Afrique, c'est une jeunesse aussi revendicative que démissionnaire lorsqu'il s'agit de prendre délibérément ses responsabilités face aux défis du continent. Le problème de l'Afrique, c'est aussi une jeunesse émotive, victime et complexe qui rebondit et réagit uniquement sur les propos de ses ennemis. Le problème de l'Afrique, c'est une jeunesse non initiée aux défis politiques majeurs du continent. Un comportement politique le plus souvent empreint d'appartenance familiale
éthiques, ethniques et religieuses aux dépens du patriotisme et de l'intérêt national. Que voulez-vous dire par là? Je sais que vous avez parlé ça plus tôt. En fait, ça vient de votre article qui est en ligne. C'est pour ça que j'invite tous nos... c'est juste pour rigoler, c'est moi qui ai écrit ça, mais en vous attendant à lire ça, que j'écris que c'était... Non, mais parce que je parlais de la victimisation, de l'agnatologie, et dans votre article, je me suis retrouvé avec tous ces mots. C'est où c'est vraiment pertinent ce que vous dites. Et en tant qu'Amadouba, un jeune afro-réaliste qui a 26 ans, qui reçut pas qui reçut. Parce que pour moi, c'est un fait normal que nous ne savons pas valoriser ou bien reconnaître entre nous ces gens ou bien ces Africains qui ont un plus que nous. Ça, c'est un beau texte. Expliquez-moi, vous êtes en train de décrire ce problème de victimisation, d'agnatologie ou bien d'aliénation mentale? Oui, c'est plutôt d'aliénation. Je pense, quand je l'ai écrit, comme je vous ai dit, c'est que l'homme africain est solidaire avec tout le monde sauf lui-même. Vous voyez, quand il suffit qu'il y ait un problème dans le monde, comme je vous ai rappelé, la mort de George Floyd, vous avez vu tout un continent soulever, tous les Noirs et arborer des t-shirts où, je ne sais pas, il y a un Noir qui est mort, rip. Non mais je dis, arrêtez. Pendant ce temps, à côté de lui, il y a quelqu'un qui est en train de mourir de faim, mais qui ne va pas l'aider. Et c'est ça qui m'a plus révolté, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Moi, je vis en Sénégal, je suis un villageois, fier de ça. Vous n'êtes pas un villageois. C'est quoi la définition d'être villageois? C'est quoi la définition d'être stade? Nous devons nous rééduquer. Donc, continuez sur ce qui vous a touché pour que vous en veniez à cet article. Voilà, donc il y a ça, comme vous avez bien dit, que le problème de la jeunesse africaine, c'est une jeunesse revendicative. Bon, ça s'est vu avant-hier, je ne sais pas. Et cet article, je l'ai écrit il y a 2 ans. Ça s'est vu avec ce sommet France-Afrique là. Avant-hier, je ne sais pas c'était quand. Vous voyez, donc elle revendique, elle demande. Oui, France, nous vous demandons à aller dire pardon. C'est des revendications. Ils revendiquent aux dirigeants. Je ne suis pas en train de défendre les dirigeants africains, c'est les pires. Mais la jeunesse africaine, elle doit quitter cette revendication et aller dans la participation. La participation aux initiatives locales de développement. Moi, il y a un jeune Sénégalais qui m'a beaucoup marqué, je le connais, je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais rencontré, c'est Tchonia. Il était aux États-Unis, il est revenu en Afrique et est en train de former la jeunesse africaine sur des projets de développement, sur l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ça que j'appelle le patriotisme. C'est ça qui doit être le panafricanisme. Restez là à parler, ça va régler rien. Il y a un proverbe malaquin qui dit « Tout le monde parle de la guerre, mais pour la fond ». C'est exactement ce que cette jeunesse est en train de faire. C'est exactement ça. Parler. Mais un peu d'action. Voilà. Amadou Baye, nous courons, le temps nous est imparti malheureusement. Mais avant que nous ne partons, ça serait un plaisir pour Jambo Radio et pour moi-même d'avoir cette personne que vous avez juste mentionnée au talk show pour nous parler justement de ce qu'il est en train de faire au niveau du sol, au niveau du terrain pour revaloriser à son niveau le peuple afro-caribéen. Plutôt vous étiez en train de parler du sommet France-Afrique. En 8 ans de ce sommet, moi j'appelle ça #nonsense. Que pensez-vous du sommet France-Afrique? Déjà, il faut partir, le contexte n'était pas le bon. Nous sommes à 6 mois ou je ne sais pas, à quelques mois de l'élection présidentielle française, ce qui veut dire que les promesses tenues aujourd'hui par Macron ne sont pas sûres d'être continuées par son successeur s'il ne gagne pas les élections. Déjà, il fallait penser à ça. Et autre chose, c'est que comment ces zones sont choisies pour parler au nord de l'Afrique, je ne sais pas, point d'interrogation. Et pourquoi ce sommet aussi? Parce qu'il faut comprendre que la France est dans une dynamique la politique française est dans une dynamique de remise en cause par les États africains. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité politique en Afrique, notamment au Sénégal, pendant le mois de mars où beaucoup de biens privés français ont été saccagés. Donc, il y avait une frustration contre la France. Il y avait cette dynamique-là
qu'il fallait freiner. Et la France a compris ça. Son ennemi, ce n'est pas les vieux. Maintenant, c'est la jeunesse. Bah, elle fait appel à la jeunesse. On va discuter. Amadouba, direz-vous que le fait que le président français Emmanuel Macron ait invité la jeunesse au lieu d'inviter les présidents comme d'habitude pour le cycle, direz-vous que c'est un effet de distraction comme d'habitude? Bah, vous savez, ce que nous, on ne comprend pas, tout à l'heure, vous parlez de ça, c'est ce que j'appelle le déni de la réalité. C'est que la France-Afrique, c'est un réseau informel, illégal, illégitime. Ce n'est pas un réseau qu'on voit comme ça. C'est un réseau qu'on sent les actions. Ces actions, tu les verras. Par exemple, il y a un proverbe malaquin aussi qui dit ça, quand le sourd n'attend pas les tonnerres, il verra la pluie. Et c'est ça. Donc nous faisons le sourd derrière ce réseau qui est le réseau France-Afrique. Le réseau France-Afrique, c'est un réseau composé des entrepreneurs privés, des agents de renseignement. C'est pas l'Élysée, c'est des salles post quoi. Allez taper sur Internet le nom de Bob Léonard. C'est des mercenaires en fait. Et nous, le peuple ne voit pas ça. Même le peuple français ne connaît pas ces gens-là. Pour vous dire, c'est pas Macron qui va leur dire arrêtez. Parce que la France-Afrique est plus vieille que Macron. La France-Afrique date avant 1960. Macron est né après les années 60. C'est pas lui qui va stopper ça. Il y a Frantz Fanon qui disait que la colonisation s'est installée, s'est implantée contre les volontés des peuples et par la violence. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est demander à la France de quitter le pays. Rappelons que l'Afrique n'a pas acquis la France ses aides. La France s'est installée par la force en Afrique. Donc, quand la France va quitter l'Afrique, elle le fera contre sa volonté. Ce n'est pas par la volonté des Africains. Ça, il faut le retenir. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, ça sera toujours le cas. Qu'on refuse de le croire, c'est bien, mais la France, elle sera toujours là. Et arrêtons aussi de dire à la France d'arrêter de poursuivre ses intérêts. C'est un État comme tous les autres États. Il faut maintenant changer de position, de discours en fait, et dire que l'Afrique défend ses intérêts. Il faut que l'Afrique, qu'on apprend à dire l'Afrique doit défendre ses intérêts. Ce qu'on est en train de faire, c'est jouer dans un match de football avec la France et qu'on empêche à la France de marquer ses buts. Et quand la France marque un but, qu'on lui dit arrêtez, on interrompt le match, attendez qu'on nous aussi, que nous marquons un but. Ça ne se passe pas comme ça. Et les émotions, là... Amadou, nous arrivons plus en profondeur, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Donc, une question, en moins de 10 secondes. Direz-vous que l'Union africaine et le sommet France-Afrique sont même pas même bien du même pays, du même. Oui, l'Union africaine et le sommet France-Afrique. Direz-vous qu'ils viennent des mêmes parents? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que la France a une mainmise sur les peuples qu'il a colonisés, c'est-à-dire l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AOF, l'Afrique centrale française. Donc les autres pays anglais, ils n'ont pas ce même problème que les anciennes colonies françaises. Rwanda, Sénégal, c'est pas pareil. Rwanda, Burkina Faso, c'est pas pareil. Donc il faut faire la différence entre cette Union africaine, qui est l'union de l'ensemble des Afriques avec différents colons, et la communauté française, c'est-à-dire ceux qui ont le franc CFA. C'est différent. Donc, cette jeunesse aussi est en train d'être préparée à la relève. Moi, c'est ce que je crois. Cette jeunesse est en train d'être préparée à la relève de la France-Afrique. Ces vieux-là, il faut qu'ils partent. Et maintenant, on va préparer une jeunesse. Donc, la France a fait un coup d'État au passé de l'Afrique. Maintenant, elle est en train de préparer à faire tomber l'avenir de l'Afrique à travers sa jeunesse. Avant qu'on ne sorte de l'émission, ça fut un plaisir de vous avoir. Avant qu'on ne sorte de l'émission, y a-t-il un message que vous aimeriez partager en votre langue maternelle pour tout le peuple afro-caribéen qui vous écoute, pour revaloriser nos langues? Y a-t-il un message que vous aimeriez partager pour sortir de l'émission? Moi, ouais, c'est... Bon, on a toujours quelque chose à dire quand on est un Africain, puisqu'on souffre beaucoup, c'est normal. Un Africain souffre, c'est pas bien. Déjà, quand il parle, il souffre, et s'il est silencieux, il va être tué. Donc, le message que je passe, c'est que nous sommes dans un monde de retour aux sources. C'est tous les peuples. Les gens ont avancé, tous les peuples ont avancé, et ils ont compris maintenant, voilà, nous sommes
nous sommes nostalgiques d'un passé. Et la fois passée, je vous disais cette chose-là, c'est qu'à un moment donné, les Italiens ont compris qu'ils vont retourner au passé. Ils ont initié ce qu'on appelle le mouvement de la Renaissance. Et la Renaissance de l'Afrique, elle se passera par un combat culturel. Parce que celui qui t'impose sa culture, qui devient son esclave. Les Européens ont compris, ou l'Occident a compris, que les armes ne feront plus actuellement changer les choses. On va passer par ce qu'on appelle le soft power. C'est le pouvoir doux. On influence, on nous impose la culture et tout. Et donc, c'est à l'Africain de faire un marketing de sa culture, de s'approprier de sa langue, de sa littérature, de ses recommandations, de ses héros, pour imposer aussi sa vision dans le monde. Senghor, bon, là, je vais être d'accord avec lui. Il dit, nous sommes dans un monde du rendez-vous, du donner et du recevoir. Donc, quand vous partez à ce rendez-vous, ayez quelque chose à donner avant de recevoir. Et nous, ce qu'on doit donner, c'est notre culture, c'est notre manière de vivre. Des choses qui nous sont originales. Et je conseille à tous les Africains d'aller lire ces anciens qui sont Cheikh Anta Diop pour, voilà, et pour s'approprier de cet héritage, en fait. Et ça fait plaisir aussi de voir des gens comme vous discuter ces questions, parce que c'est dommage, on en voit moins. Et voilà, nous sommes dans un monde de communication et d'information. Et celui qui a plus de médias, celui qui a une mainmise de l'information, voilà, il devient le plus écouté, c'est normal. En fait, tout le plaisir est le nôtre. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur la plateforme. Nous ne pouvons que faire notre part. Et comme l'ont fait nos pères avant nous, les Thomas Sankara, ici sont nombreux, même au Cameroun, ils sont tellement nombreux, les Wambolo, le Coran, les Omniobe, ils sont tellement nombreux, ils l'ont fait. Nous ne suivons qu'une voie qu'ils ont commencé. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen est désorienté. Le peuple afro-caribéen est aliéné et accorde that hashtag nonsense. Le peuple afro-caribéen plus l'émotion est égale à l'esclavage. Comme le dit le poète Sédar Senghor, l'émotion est nègre et la raison est aliène. La victimisation plus des mouvements pro-noirs est égale au néo-esclavage. Check Atan Diop. Le poison culturel savamment inoculé depuis la tendre enfance est devenu partie intégrale de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. Dili, qui est un planificateur financier, avait lu un matin sur les ondes d'une station de radio de New York. Il disait, les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter des profits des Noirs sans effort physique de notre part. Regardez les méthodes actuelles de maintien de leur esclavage qui s'imposent ignorance, avidité et égoïsme.